sujet. Il y a une question de tempo à régler quand on parle du commerce de demain. Les SCOT s'élaborent, se révisent sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Le commerce se révolutionne sur des espaces de 10, 15, 20 mois. Il y a un truc à résoudre. Et on souhaite que vous puissiez nous apporter des clés de résolution. Dans la table ronde précédente, quelqu'un a cité Antoine Frey, le PDG du groupe Frey, et dans la même interview, il disait « Il y a un centre commercial en trop dans chaque agglo ». Qui est d'accord et pas d'accord? Ben, vous discutez pas, Madame Fortier. Vous en pensez quoi? Alors, je vous présente quand même, bon, on avait les pédigrés à l'écran, vous êtes directeur général délégué de Raboditium, et on vous a surtout fait venir pour votre connaissance de l'interface commerce-élu. Et là, on a des professionnels avec nous, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, répondez à cette question. Vous êtes vache, vraiment ouais, vache. Alors, c'est pour réveiller la salle, peut-être. Comment voulez-vous que je réponde à ça? C'est pas possible. Déjà, je pense que bien malin celui qui sait ce qu'est le commerce demain. Je veux dire demain, on avait dit demain matin peut-être, demain soir, j'en sais rien. Donc, non, je ne sais pas. Alors, on peut toujours dire commerce en trop. Oui, potentiellement. Non, évidemment. Enfin, le commerce, c'est la vie. Le commerce, c'est la vie. Et j'ai l'occasion de dire à ce sujet que je suis heureuse d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce matin, parce que finalement, pour nous, qui sommes des acteurs du commerce, on va dire, mais aussi de la ville, le SCOT est le premier élément de marketing territorial d'une collectivité et d'un ensemble de collectivités. Donc on ne peut pas dire, surtout que tout le propos va être sur la souplesse et les grandes mutations. Donc le commerce en trop aujourd'hui, non, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Le commerce et la vie, c'est donc d'autant plus important d'essayer de connecter les vitesses de la vie et de l'accompagnement de la vie, hein, c'est ça l'idée. Question à Carrefour et à Casino, Salvatore Deiana et Guy Julien Laferrière. Tous les deux, en 2-3 minutes, dites-nous quel sera votre commerce de demain, vous. Moi je démarre, Guy Julien Laferrière dans le groupe Casino. Alors nous avons une chance incroyable, un peu en réponse à cette question-là, c'est la suivante, c'est que le groupe a cette année 120 ans d'âge, que nous avons démarré par la proxy il y a donc bien plus d'un siècle, place Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, que nous avons ensuite déployé la proxy, et qu'aujourd'hui, nous sommes en France un des leaders sur les petits formats ou très petits formats de proximité avec 5500 points de vente, je crois. Donc cette évolution-là, elle s'inscrit malgré tout dans la durée. Alors j'entends bien et je comprends bien, et nous sommes tous conscients qu'effectivement il y a un dilemme important quant à l'échelle du temps entre le volet urbanisme, l'organisation de l'espace dans le temps, et tout ça est long, très long, c'est une vision à long terme, voire à très long terme. Et par ailleurs, la nécessité pour le commerce, quel qu'il soit d'ailleurs, de s'adapter très vite. Ce qui veut dire que l'équation est évidemment très complexe, néanmoins il y a des réponses. Alors aujourd'hui, je pense que mes confrères partageront l'idée par laquelle nos activités, nos formats sont aujourd'hui protéiformes, qu'elles nécessitent dans tous les cas de s'adosser effectivement au e-commerce de façon parfois un peu divergente, mais néanmoins elles y vont toutes. Et je crois que par ailleurs, ce qui fait la force d'un magasin physique, c'est ce qui distingue donc effectivement du non physique, donc du virtuel, disons-le, ce sont ces notions de proximité réelle, ce sont ces notions de proximité, mais de proximité humaine. Et ça, c'est un point quand même malgré tout essentiel. Et tout ça s'inscrit dans un contexte
où, et Vincent Raval disait tout d'ailleurs, où effectivement circonscrire la vision urbanisme à long terme, donc au seul magasin, au seul bâti, ou à sa seule emprise foncière, est peut-être un peu court dans la mesure où le commerce passe nécessairement par le flux, et le flux est majeur. Aujourd'hui, vouloir contraindre par exemple la surface d'un petit commerce en centre-bourg sans lui laisser la possibilité d'y intégrer par exemple une livraison en poids lourd nocturne avec un sas parce qu'il n'y a pas de salarié la nuit, c'est un peu dommage parce que ça s'inscrit dans une vitalité de ces commerces de proximité qui aujourd'hui est nécessaire. Le puzzle se construit, parce que votre message, il a commencé à être exprimé à notre rendez-vous précédent. Le commerce de demain efficient passera d'abord par une bonne revisite des flux. Et c'est la focale flux que vous devez avoir. Oui, j'entends bien. Par ailleurs, un message aussi, mais comme une illustration plutôt de nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, autant, par exemple, la mode est éphémère, mais qu'est-ce qui fait qu'un magasin a une clientèle, en général, et très souvent une clientèle fidèle, c'est qu'il a, à mon sens, un certain charme. Et ce charme, je pense qu'il faut que nos élus, également, nous aident à l'asseoir au sein de nos formats, quels qu'ils soient d'ailleurs, des formats de proximité, des formats de supermarché ou autre chose. Alors, et chez Carrefour Chez Carrefour, magasin Salvatore Daiana comme Carrefour. D'abord, moi je rejoins effectivement Guy sur ses propos. Le groupe Carrefour, vous savez, c'est un groupe international présent dans 30 pays dans le monde, groupe de distribution à prédominance alimentaire. Nous sommes un groupe multiformat, multi-enseigne, 45% de l'activité qui est réalisée en France. Nous sommes présents sur le territoire avec pratiquement 5500 points de vente répartis entre les hypermarchés, les supermarchés et les magasins de proximité. Nous sommes dans les villes, en périphérie, en centre-ville, dans les bourgs, les villages, nous sommes absolument partout. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons une présence et un maillage territorial qui est important que nous pouvons nous passer de l'e-commerce. Nous avons aujourd'hui besoin de nous adosser à l'e-commerce. Et d'ailleurs, nous avons depuis quelque temps déjà fait l'acquisition d'un certain nombre de sites en ligne, rue du commerce, Greenwiz qui développe le bio, nous avons Croquetland pour le commerce spécialisé pour les animaux, nous avons Grand Vin spécialisé dans les vins, voilà. Et puis tout récemment, nous avons passé un accord avec Google Home. Google Home qui nous permet effectivement de passer les commandes d'une manière extrêmement fluide pour répondre à la demande du consommateur. Parce que le consommateur est au centre du débat. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui va dire je vais plutôt aller chez Carrefour, Carrefour.fr, ou je vais plutôt aller chez le concurrent Amazon. Donc il faut lui donner effectivement ce qu'il demande. Et pour nous, tout ça, c'est clairement une triple révolution. C'est d'abord une révolution dans les organisations, où il faut penser toutes les organisations transverses. Il faut penser une organisation en omnicanalité. Il faut que nous soyons présents sur le commerce physique, sur le commerce numérique, sur le commerce du drive, sur le commerce du drive piéton, sur la livraison à domicile, sur le click and collect. Il faut absolument qu'on soit présent sur tout cet ensemble. Par rapport à ce que vous décrivez sur votre avenir, qu'est-ce que vous répondez à un territoire qui dit plus de drive, par exemple? Qui dit plus de drive. Plus de drive. Eh bien nous, on va continuer à faire du drive, mais ce que j'ai entendu ce matin, c'est que dans les différents documents d'urbanisme, on dit on veut bien du drive, mais du drive à coller. Oui, du drive. Voilà. Et donc le drive, c'est plus de drive chez nous, du drive à coller, parce qu'on ne fait que du drive à coller. La problématique du drive à coller jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on prenait un salarié du magasin, on l'envoyait faire du picking dans la surface de vente avec un chariot, il faisait le travail du client, on préparait la commande et on attendait que le client vienne. Ouais. Ça, c'est un modèle économique qui ne peut pas perdurer. Ouais. Voilà. Donc il y a une autre révolution qui est la révolution logistique qui va nous obliger, bien évidemment, à travailler sur un réseau de maillage d'entrepôts avec un réseau primaire de maillage d'entrepôts qui va servir un réseau secondaire d'entrepôts plus petits qui, eux, seront à proximité des zones urbaines pour desservir au plus vite la population. Donc ça, c'est extrêmement important et on en revient aussi au sujet du dernier kilomètre qui était abordé par Vincent Raval tout à l'heure.
Donc, Et puis, je note de vos deux interventions, l'approche flux, le e-commerce qui va évidemment prendre toute sa place et se développer, avec l'impact logistique et maillage. On verra tout à l'heure, après avoir entendu les autres, comment on se coordonne là-dessus. Comment vous intégrez ça dans vos échanges, dans vos dialogues avec les territoires. On va entendre en vidéo la contribution d'Emmanuel Leroy, directeur général de Procos. Donc on est là sur la district de commerce spécialisé. Et puis après je reviens, on lance la vidéo s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, j'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir vous dire directement et féliciter la Fédération des SCOT pour la démarche qu'elle a mise en œuvre depuis plusieurs mois déjà sur la concertation, la co-construction d'une réflexion sur les territoires. J'aurai l'occasion de le faire demain. Donc en tout cas, je profite de l'occasion pour vous passer quelques messages en mon nom et celui de la Fédération Procos qui représente 260 enseignes. Les premiers portent sur le fait de ne pas confondre les problématiques de commerce et les problèmes de territoire. Le commerce aujourd'hui, comme vous le savez, rencontre de nombreuses transformations, on va dire des difficultés, mais en tout cas des transformations liées à la fois au numérique, à l'apparition de gros acteurs, à la problématique de nouvelles combinaisons entre les maillages de magasins et les problématiques de logistique. Tout ça génère un contexte d'instabilité et de constitution d'un nouveau modèle économique qui n'est pas aujourd'hui complètement constitué. Des problèmes de territoire, par ailleurs, qui doivent mieux intégrer les différentes fonctions de la ville, d'une part, raisonner en densification, en consommation d'espace, en complémentarité des différentes fonctions. La difficulté, c'est que ces différents sujets doivent s'analyser et s'appréhender de manière parallèle. Des sujets de court terme dans le commerce et des sujets d'inscription plus longue dans le temps qui sont dans le domaine du territoire. Donc forcément, ça génère l'obligation de trouver des modalités de travail entre nous qui tiennent en compte ces différentes approches. Je décomposerai l'approche que nous devons avoir en trois parties. La première, qui est probablement la plus importante, qui est d'avoir une vision partagée de l'évolution du territoire. Aujourd'hui, il est impératif de raisonner à la bonne échelle, qui est celui du bassin de vie, qui doit permettre d'appréhender l'ensemble des différentes fonctionnalités de la ville et de la vie, à savoir à la fois le logement, les problématiques de commerce bien entendu, mais aussi de services publics, les problématiques de transport, et tout ça est important de l'appréhender au niveau local, puisque la réponse, elle est forcément sur une logique de spécificité du territoire. Cette vision, elle est celle des élus, dans un premier temps, et ensuite, elle doit être très rapidement partagée avec les acteurs économiques, dont les acteurs du commerce, de manière à être sur des approches pratiques et de réalité de besoins, du besoin de demain, et pas des besoins de passé, et pas sur des besoins théoriques. Donc là, d'où l'importance de mettre en place des échanges et des manières de travailler qui correspondent à ces problématiques. Donc cela suppose notamment de mettre un terme aux problématiques d'opposition entre centre-ville et périphérie, entre urbain et rural. Cela suppose également de trouver des modalités qui ne soient pas en opposition entre public et privé. Donc tout cela doit être appréhendé différemment. Aujourd'hui, bien évidemment, nous soutenons la démarche sur le plan Action Cœur de Ville parce qu'il y a une nécessité impérative de s'approprier les problématiques de centre-ville, mais à la condition, et c'est le risque que nous anticipons, que ceci ne génère pas une opposition entre ce centre-ville et la périphérie, et donc fasse prendre de mauvaises décisions à un certain nombre de territoires. Le point numéro 2, et il est essentiel, c'est que nous soyons en capacité de mettre en place des gouvernances, des dialogues permanents. La mauvaise nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en fait, les changements vont s'inscrire dans une récurrence, une nécessité d'adaptabilité permanente, et on ne peut pas se dire nous nous mettons d'accord sur quelque chose à horizon 5 ans et cette chose sera la même sur ce timing. Donc l'objectif de cette gouvernance permanente est essentiel. Elle devra s'établir à différentes échelles du territoire. Le bassin de vie, on en a parlé tout à l'heure, mais probablement aussi dans des logiques de périmètre
bien définie, de telle sorte que public et privé soient en capacité de travailler ensemble, de s'écouter et de transformer la vision de demain quasiment de manière permanente, ce qui n'est pas obligatoirement facile, j'en ai conscience, dans le cadre notamment des documents d'urbanisme qui ont plutôt une vocation de durabilité. Donc il faut que nous apprenions à le faire autrement, de manière à ne pas rester figés sur des approches qui ne seraient plus efficaces dans une logique, évidemment, quand même, d'assurer la sécurité juridique des projets, ce qui génère une difficulté supplémentaire, mais c'est notre obligation. Il faut donc co-construire ensemble à tous les niveaux, au niveau du projet d'aménagement, au niveau ensuite du projet immobilier, et que les acteurs sont en capacité de le faire de manière en confiance. Procos et ses enseignes s'y engageront à chaque fois que nous serons en capacité de le faire et que nous le demanderons. Le troisième et dernier point est celui de l'impératif de mesurer. Comment savoir si ce que nous mettons en œuvre, ce que nous imaginons est efficace si on ne s'astreint pas à mesurer? Quand je dis mesurer en matière de commerce, il s'agit d'appréhender les évolutions de chiffre d'affaires, les évolutions de flux qui sont vitaux pour l'activité commerciale, potentiellement les évolutions des loyers ou des coûts. La vacance commerciale, de ce point de vue-là, n'est pas obligatoirement un bon paramètre, dans la mesure où c'est un paramètre de conséquence, et c'est un peu tardif de le mesurer, dans la mesure où c'est l'apparence de difficultés antérieures. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il est impératif de ne pas confondre les problématiques d'immobilier commercial et ses acteurs, que sont les foncières et les bailleurs, et les problématiques de commerce qui sont liées à l'activité des commerçants. Il faut inscrire dans vos concertations, dans nos concertations, les deux types d'acteurs qui ne sont pas toujours alignés par rapport aux hypothèses d'avenir. J'ai envie de terminer mon intervention en vous posant une question pour vous faire réfléchir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avenir va générer un changement d'appréciation, de combinaison entre le magasin et les aspects logistiques. Et la question que je vous pose, c'est comment vous, élus, vous voyez la prise en compte, et vous assurez la prise en compte de ces sujets dans la construction de la ville et des territoires, de manière à ce qu'on soit bien en phase entre le territoire et les activités économiques et commerciales. Et la question qu'il nous pose, c'est nécessité de travailler ensemble, territoire et commerce. On va entendre sur ce point un autre binôme, Marc Rigaud et Guillaume Simonin. On commence avec vous, peut-être, donc vous représentez le secteur de l'équipement de la personne, Guillaume Simonin, avec plusieurs enseignes. Bon, d'abord, est-ce que vous validez les deux grands sujets qui ont été exprimés, logique de flux, e-commerce et avec l'impact logistique, dernier kilomètre, maillage, etc. Après, il y a des sous-questions qu'il faudrait traiter aussi, foncier, accès physique à la ville, comment vous voyez les choses? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, peut-être pour préciser qui je représente, effectivement, je représente 3 fédérations. Il y a par l'Union du Commerce Centre-Ville, qui sont les locomotives traditionnelles du centre-ville, les grands magasins, Fayette, BHV, 20 ans, Bon Marché et Monoprix. Et ensuite, les réseaux succursalistes de la mode, la Fédération française de l'habillement et de la chaussure, tous les réseaux succursalistes, les Zara, Martin. Donc, on a une sensibilité centre-ville très très forte, et par ailleurs, des enseignes évidemment qui sont plus mobiles, mais qui font leur fondateur. Bien sûr, j'abonde dans ce sens, effectivement, notre secteur d'activité de révolution, enfin de crise. Alors une crise, je ne vais pas revenir à la crise structurelle qui est au changement de modèle économique avec Internet dans le secteur d'activité, c'est aujourd'hui, on va dire 17% de part de marché, qui ne veut pas dire du tout la fin du magasin physique, bien entendu, mais qui bien entendu réinterroge les réseaux, leur positionnement et le rôle du magasin, en fait, c'est surtout. Et en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus vers un magasin qui est en interaction avec le site web et dans une logique omnicanale. Mais tout le monde s'interroge, parce que lui posait la question du commerce de demain, quelle est la taille optimale du réseau du commerce de demain dans le domaine de l'habillement? À vrai dire, personne n'a la réponse aujourd'hui, je suis désolé.
Et puis il y a une crise spécifique, la crise du centre-ville, peut-être une crise particulièrement en France aussi. Alors certes, n'entrons pas dans des oppositions trop entendues sur le commerce, sans périphérie, centre-ville. Il y a quand même eu un problème là-dessus, et quand même on a entendu des élus qui ont dit bah oui, effectivement, le centre-ville il a d'autant plus périclité qu'on a beaucoup développé la périphérie. Là où je voudrais quand même préciser les choses, c'est que le commerce, effectivement le commerce périphérique s'est développé, mais in fine, le commerce, il a suivi les consommateurs. En fait, tout le monde est coupable. C'est un moment aussi un modèle de société qui a prévalu, qui a été porté aussi par les élus. Comme on dit les élus, moi je parle même pas d'étalement urbain, il y a eu une sorte de déménagement urbain. Toutes les activités qui vraiment font partie, effectivement, pour quitter le centre-ville, les commerçants issus des consommateurs, tout simplement issus de l'activité. Donc, n'inversons pas les causalités. Ouais. Voilà. Alors après, aujourd'hui on est dans cette situation où, et je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'éternel et insoluble débat libéralisme-aménagement. En fait, on voit bien que tous les modèles sont actuellement complètement remis. Donc ça, c'est très difficile justement de savoir ce que ça va être le commerce de demain. Donc, actuellement, tout est en cours. Donc si moi j'avais un message à adresser aux gens qui font de la planification, que ce soit du PLU et fortiori du SCOT, c'est certes, ne renoncez pas aux prérogatives, la régulation est absolument nécessaire, mais ne confondez pas régulation et interdiction, ne faites pas de la programmation sous prétexte de faire de la planification. Le commerce change beaucoup et le temps du commerce n'est pas le temps des documents d'urbanisme. Donc il faut absolument que les règles que les pouvoirs publics nous mettent en œuvre garantissent la mutabilité de l'appareil commercial qui aujourd'hui reste un sujet. On ne sait pas. Enfin, je vais vous donner des exemples. Un exemple. Par exemple, là, les acteurs de la grande distribution qui sont sur la table, effectivement, vous avez l'image du grand hypermarché. Aujourd'hui, pas la peine de leur imposer des régulations. On sait très bien que l'époque de l'ouverture des grands jumbos est terminée. C'est pas trop la priorité stratégique des groupes de la grande distribution. Par contre, ils font un grand retour effectivement dans la proximité avec des nouveaux formats qui sont beaucoup plus petits et éventuellement le cas échéant au centre-ville. Par contre, à l'inverse, dans mon secteur d'activité, on est plutôt dans une autre logique. Au contraire, on se dit que comme justement il y a Internet, donc il faut pour que la personne continue à venir au magasin, il faut lui apporter une expérience enrichie. Donc on est plutôt dans une tendance à un magasin plus grand, plus beau, plus spectaculaire, et plus forcément sur le format accessible. Voilà. Il y a la question accessible. Oui. Vous avez la crainte qu'il y ait trop de ménage de la part des territoires? Non, mais ça peut être quand parce que trop prescriptif. Alors ça peut être le cas, effectivement. C'est pour ça que alors attendez, et encore une fois, je parle d'une fédération. Et c'est donc, attendez, je termine, qui a été la première à aborder la question des moratoires, par exemple, qui a dit effectivement que parfois c'était peut-être nécessaire de faire des moratoires. Et on n'est pas pour un libéralisme là débridé. D'un autre côté, la liberté du commerce et de l'industrie, ça existe. On pense que c'est pas au pouvoir public de dire ce que les consommateurs doivent acheter, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Ça c'est et concernant justement le rééquilibrage urbain, puisqu'on parle effectivement, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les élus. Nous allons, ça a été dit à un moment dans les débats, c'est-à-dire la règle, c'est pas un faux débat, ça dépend. Est-ce que la règle est bonne ou pas bonne? C'est ça. Il est clair que concernant les développements futurs, la création de surfaces commerciales, et d'ailleurs de surfaces urbaines dans le futur, compte tenu de tout ce que nous savons sur le développement durable, les contraintes d'économie, de consommation d'espace, on va vers un monde de plus en plus réglementé. Ça, c'est évident.
par rapport à l'époque qu'on a connue, notamment en France, où l'accès au foncier est en réalité très libéral par rapport à d'autres pays, notamment en Europe du Nord. Et ça, c'est sûr. Donc, nous, notre discours, c'est de dire, mais justement, l'enjeu, aujourd'hui, c'est de accélérer, parce que les enjeux sont énormes, c'est accélérer la rénovation de l'existant. Faisons vite ensemble. Donc au contraire, à l'inverse, il faut justement aller vite et faciliter la rénovation de l'existant et ne pas bloquer les choses. Ok. Ça c'est très important. Alors, voilà, un peu ça, parce que, et encore une fois, si on a une idée, si on a une planification avec déjà des idées très très établies sur tel type d'activité, ça correspond à tel format de commerce, à telle surface, vous voyez, c'est tout ça. Autre exemple, par exemple, de la logistique, ici c'est important. Oui, mais bon, ils ne parlent pas les autres. Alors. Ils parleront après. Vous le donnerez après, votre exemple. Est-ce que, excusez-moi, mais on a démarré 3 quarts d'heure en retard, il faut. Je suis vraiment. Qui connaît Citrus ici? Citrus. Levez la main. Il y en a une, il y en a deux, il y en a 10. Qui connaît Yves Auchan? Eh bien, c'est le même. Il a changé de nom la semaine dernière. C'est lui. Il a changé de nom la semaine dernière, mais il change son toute vocation. C'est l'incarnation du commerce de demain. Expliquez-nous votre mutation, si on peut. Expliquez-nous votre mutation et très rapidement, pour nous dire, au vu de cette mutation, qu'est-ce que vous leur proposez? En fait, pour comprendre la mutation d'une entreprise comme la nôtre, il faut simplement se replacer dans le contexte des débats qu'on vient d'avoir. Imaginez que vous êtes bailleur, avec une spécificité un petit peu particulière, puisque 100% de vos locataires font du commerce. Et vous commencez à être un bailleur assez significatif en termes de baux, en termes de locataires, et donc forcément, quand vous avez, je dirais, d'un seul coup, alors pas d'un seul coup parce que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, mais lorsque vous avez, je dirais, quasiment l'ensemble de vos locataires qui se posent toute la même question, de savoir est-ce que je vais rester, est-ce que je ne vais pas rester, est-ce que mon format est bon, est-ce que c'est trop petit, est-ce que c'est trop grand, est-ce que je vais suffisamment avoir d'argent à la fin du mois pour pouvoir te payer le loyer, forcément vous posez-vous des questions en tant que bailleur. Vous dites, mais est-ce que nous avons une vraie résilience dans notre métier? Est-ce que demain nous existerons encore? Est-ce que demain encore il y aura des gens finalement pour louer des mètres carrés, pour faire du commerce, etc. etc., etc. Donc la mutation en fait de l'entreprise est basée sur cette première réflexion. Alors bien entendu, je réponds déjà d'emblée, nous croyons bien entendu à l'existence et à la pérennité des lieux physiques. Alors des lieux physiques qui sont certainement très différents de ceux qu'on a l'habitude de connaître aujourd'hui, et là je rejoins sur ce qu'a été dit tout à l'heure, la clé va être réellement, je dirais, de la capacité que nous aurons à transformer finalement l'existant. Et le transformer donc selon deux critères pour simplifier un petit peu la démarche, mais un déjà parce que des opérateurs commerçants vont continuer à faire du commerce et des transactions marchandes, que ce soit d'ailleurs en centre-ville comme en périphérie. Et donc il faut adapter en permanence les formats, mais les parcours clients et les aspects serviciels qui viennent accompagner ces parcours clients. On a beaucoup parlé de logistique. Est-ce que lorsque vous êtes en densité urbaine, est-ce que la logistique est n'est pas à mutualiser au travers d'un service commun qui pourrait être apporté, je dirais, à l'ensemble des opérateurs, etc., etc. Donc les questions qu'on se pose. Donc il y a déjà tout un volet d'adaptation, donc finalement de se dire, ok, j'ai des preneurs à bail qui font du commerce, ils sont en pleine mutation, je les accompagne. Et je fais juste une petite aparté, Jean-Michel, tout à l'heure on parlait des indicateurs, etc. Sachez que nous avons énormément d'indicateurs sur la santé des commerçants en France. Et comme d'ailleurs, je dirais, tous les opérateurs, nous avons à subir d'énormes défaillances. L'année dernière, nous avons eu 200 liquidations judiciaires. Nous savons exactement quels sont les opérateurs qui sont en bonne santé, quels sont ceux qui sont en mauvaise santé, quels sont ceux que l'on accompagne, etc., etc. Les distorsions de loyers, quels sont les loyers acceptables en fonction des activités. Recouvrir aussi, parce que vous avez malheureusement des gens qui se retrouvent dans des situations qui ne sont pas dans la possibilité de payer loyer et charges. Donc, voilà. Tout ça, c'est une activité que l'on fait de manière soutenue depuis près de 30 ou 40 ans. Donc nous avons une certaine expertise. Et c'est cette expertise qui est mise au service finalement de l'aménagement de ces territoires, enfin dans tous les cas de ces territoires marchands. Donc, et le deuxième pied, d'accompagner finalement nos locataires historiques, et le deuxième pied, bien entendu, c'est on est dans l'ère de la sobriété, moi je vous rejoins, on rentre dans l'ère de la transformation. Vous êtes tous les deux dans un territoire où franchement les friches industrielles ne manquent pas.
Moi, je ne veux pas avoir de friche commerciale à l'instar des friches industrielles. Malgré son accent. Oui, malgré mon accent, oui. Je suis du sud de Lyon, bien au sud. Donc ça veut dire que nous avons un travail d'anticipation majeur à faire aujourd'hui. Et la volonté du changement de cette chose, c'est ça. C'est de se dire, ok, ces mètres carrés qui étaient tous exclusivement dédiés au commerce demain, à quoi est-ce qu'on va les dédier? Et bien entendu, la réponse, moi je ne l'ai pas seule. Et j'allais dire que je ne l'ai pas seul, et il faut l'avoir territoire par territoire. Et la signature de cette chose, c'est We Citizens for Citizens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qui est à faire, et là je rejoins encore ce qui a été dit tout à l'heure sur le coup, c'est forcément il est avec les habitants, forcément il est avec les élus, forcément il est avec les collectivités, donc forcément il est à inscrire les documents d'urbanisme, parce qu'on reste des opérateurs de toute façon qui sont soumis à autorisation, et quelle que soit la nature des autorisations qu'il nous faudra obtenir demain, de toute façon on sera obligé, entre guillemets, de travailler ensemble. Donc le métier que nous aurons demain, dans tous les cas chez nous à Citrus, ça sera de réfléchir finalement site par site, projet urbain par projet urbain, parce que la densité urbaine est telle qu'elle a rattrapé très largement nos implantations historiques en périphérie, pour définir donc des destinations nouvelles à tous ces lieux, dans un esprit de transformation et de sobriété. Site par site. C'est une transformation ou une continuité avec une meilleure anticipation? Alors, c'est vraiment une transformation au sens, on en a parlé à midi, biologique, darwinien du terme, hein, c'est-à-dire que moi je suis convaincu que si on ne peut pas bouger, de toute façon on est condamné à disparaître, ça c'est certain. L'adaptation ou l'empêchement d'adaptation est biologiquement, je dirais, un danger. D'ailleurs, entendons bien sur le commerce comme sur le reste. Hein. Ce matin j'étais dans une réunion, on a lancé le télétravail dans mon entreprise, je veux dire dans 20 ans, quand vous aurez, je ne sais pas, 30 ou 40% des collaborateurs de toutes les entreprises qui vont travailler en télétravail, imaginez l'impact que ça va avoir sur l'immobilier d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a une anticipation, je dirais, à faire qui est nécessaire parce que la vie change, les gens changent, le rapport à l'habitation change, le rapport à la propriété change, le rapport au travail change, le rapport à la mobilité change. Donc nous devons imaginer d'autres choses, de fonctionnalités et de destinations sur ces sites qui ont été imaginés il y a 40 ans. Ah d'accord. Alors, donc ça veut dire, ce que vous leur dites, c'est bien de le dire sans langue de bois, c'est que je vais transformer mes espaces, toute la transformation de votre vocation et de votre nom, hein, vous avez communiqué là-dessus la semaine dernière, ils seront multifonctions. Ça veut donc dire qu'un grand centre commercial pour accueillir du logement, pour accueillir du tertiaire, pour accueillir du mix. Et est-ce que vous leur dites, ça, je ne pourrais pas le faire sans vous, donc il y a urgence de faire vite et se concerter vite autour de ces nouveaux paradigmes? Pour imager mon propos, je vais vous donner deux, trois exemples régionaux. Ah, il ne se donnait qu'un, lui, alors. Alors, je prends un exemple, on a un site près du Mine, par exemple, de la métropole européenne de Lille. Et le président donc, de la métropole a la volonté d'étendre sa démarche de site d'excellence opérationnelle qui a commencé avec Eurali, Euratechno, Eurasanté, etc., etc. Et on s'est dit, mince, on a un Mine, donc on a en plus donc, un transport, on a une intermodalité vachement intéressante, on a du fluvial, on a du routier, bien entendu, on a du ferré, il y a un distributeur alimentaire, en l'occurrence Auchan, qui est juste à côté, on a énormément de surface foncière. Pourquoi on ne créerait pas, finalement, Euralimentaire, en prenant en compte toutes les problématiques liées à l'alimentation et à l'agriculture urbaine, que nous connaissons tous quasiment, je dirais, dans toutes nos aires urbaines et nos sites métropolitains. Et donc ce site-là, du fait de la spécificité de la localité du Mine et d'un certain nombre d'entrants et de choses qui sont intimement liées à ce territoire-là et à cette situation-là, va partir sur ce projet-là. Ce projet-là, à Bordeaux, par exemple, sur notre site sur lequel on est en train de travailler, je ne peux pas le répéter parce que je n'ai pas du tout les mêmes ingrédients. Et alors, pour finir sur la question de dire est-ce qu'on mettra des logements ou pas, moi je n'en sais rien. Et par contre, je suis absolument convaincu que c'est l'économie résidentielle qui sous-tend la dynamique, je dirais, de croissance de nos territoires. Et en disant ça, ça veut dire que si je veux être un opérateur crédible dans l'avenir, je dois me doter des compétences pour faire du résidentiel, que ce soit de la résidence classique ou gérée, junior, senior, etc., et de l'immobilier d'entreprise. Bien sûr, mon socle de base, ça c'est le commerce, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis propriétaire de 1 200 000 m² en France. Mais il est important que je puisse agréger d'autres compétences pour pouvoir répondre presque sur mesure sur chacun des sites sur lesquels nous sommes implantés. Vous les challengez sérieusement là, parce que la proposition que vous faites, c'est de
réinventer de nouveaux espaces urbains. Donc ça parle directement à leur scope, ça. Oui, enfin, dans tous les cas, oui, bien entendu. Vous leur dites quoi là? Moi, je leur dis que nous, à partir du moment où on a la possibilité, alors je ne sais pas dans quelle structure, dans quel organe, mais même ça peut être, je dirais, nous sommes dotés de compétences, parce que je pense qu'il faut être traité de pair à pair quand c'est comme ça. Nous avons la chance d'avoir une cellule d'urbanisme qui est assez dotée. Donc, ce que j'espère, c'est de pouvoir mettre à disposition des compétences qui pourront travailler avec vous et prévoir l'avenir de ces sites avec aussi, et là, je ne dépasse pas le catus code. Nous, on a énormément besoin aussi de vision territoriale. Moi, quand j'arrive sur un territoire et que, alors souvent, c'est le maire de la ville-centre, qui est aussi président de l'agglo ou de la métropole, arrive, je dirais, en quelques lignes, à m'exprimer une vision que je comprends. Là, c'est gagné, quoi. Parce que franchement, c'est tellement confortable que de s'inscrire comme ça dans cette dynamique et de savoir que tout va être aligné, que c'est un plaisir. Voilà. C'est pas le cas de partout, malheureusement, mais c'est pas grave. Il faut après travailler, je dirais, au cas. Il fallait les inviter là, parce que je vous envoie des messages importants et structurants. On va entendre le témoignage en vidéo de Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, et ensuite on reboucle avec Caroline Fortier et André Martin. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis à Singapour, au congrès mondial qui réunit chaque année l'ensemble des distributeurs mondiaux et des industriels. Je le regrette d'autant plus que depuis 18 mois, nous avons eu, entre la Fédération des SCOT et la Fédération du commerce et de la distribution, un dialogue nourri, actif, vraiment très productif, qui nous a permis ensemble de regarder tous les sujets d'évolution de la ville, d'évolution du commerce, en gros, de l'évolution de notre vie en société. Vous avez souhaité que je vous dise quelques mots à la fois de l'évolution du commerce et puis du sujet des centres-villes, qui naturellement est un grand sujet d'actualité. Le secteur du commerce vit aujourd'hui une véritable rupture, une série de révolutions qui s'enchaînent. La première de ces révolutions, c'est la révolution de son business model. Le business model du commerce, de la grande distribution, était fondé sur une croissance forte qui permettait d'amortir les coûts fixes, sur des coûts du foncier relativement faibles, puisque nous étions hors des centres-villes, sur des délais de paiement qui permettaient d'avoir une trésorerie abondante, et en même temps sur des taux d'intérêt élevés qui faisaient que le résultat financier faisait le résultat du magasin. Sur ces 4 points, comme vous le savez, ces éléments ont été remis en cause et donc le business model a changé. Deuxième révolution majeure, c'est celle du e-commerce. Le e-commerce, c'est la possibilité pour les consommateurs d'avoir accès à tout, partout, tout le temps. Ça veut dire que nous avons des consommateurs qui sont habitués aujourd'hui à véritablement un choix extraordinaire. Naturellement, cela change complètement notre relation avec les consommateurs. La troisième révolution, c'est la révolution digitale. Celle-ci est naturellement complètement majeure. Elle s'exprime de différentes façons, à la fois parce que la numérisation fait que les datas, aujourd'hui, sont véritablement la richesse de toutes les entreprises. Ces datas changent elles-mêmes, puisque autrefois, les datas, c'était les actes d'achat. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les intentions d'achat. Cela veut dire qu'il y a notamment une guerre gigantesque au niveau mondial entre différents acteurs, les GAFA, les opérateurs téléphoniques, les banques et nous, pour la propriété de ces datas et naturellement pour faire en sorte de les transformer ensuite en actes d'achat. C'est également, du point de vue digital, ce qu'on appelle l'ubérisation. L'ubérisation, c'est finalement le séquençage de la chaîne de valeur. C'est faire en sorte de prendre chacun des éléments de la chaîne et de les isoler. Bien évidemment, si les éléments les plus rentables s'en vont et qu'il ne reste plus que les éléments les moins rentables, cela pose des problèmes. Quand vous pensez, par exemple, au sujet de la livraison, qui est un sujet majeur pour les villes, le développement des livraisons, le développement des voitures autonomes va complètement modifier l'ensemble. Et là aussi, c'est un des éléments du sujet numérique et de cette révolution numérique que j'évoque devant vous. Et puis le troisième élément de cette révolution numérique, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une révolution industrielle avec des exemples de magasins avec des caisses automatiques, avec des entrepôts qui s'automatisent de plus en plus. Vous voyez que l'ensemble de ces éléments numériques est absolument majeur et change en profondeur le monde du commerce, mais naturellement tout ce qui est autour du commerce, et on va le voir dans quelques instants, notamment la ville.
J'ajouterai une dernière révolution, parce que celle-ci est véritablement nouvelle et très positive, c'est la révolution du produit, la révolution des attentes des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent de plus en plus des produits de qualité, des produits sûrs, ils sont prêts à y mettre le prix. Ceci va complètement changer notamment la chaîne de valeur en matière agroalimentaire. Quand vous cumulez l'ensemble de ces révolutions, vous voyez qu'on est dans un monde qui est en train de changer de manière absolument totale, avec deux enjeux extrêmement forts. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de l'emploi. Nous sommes la grande distribution, très souvent le premier employeur privé local. Nous sommes le premier recruteur de jeunes, et notamment de jeunes peu qualifiés. Et tous ces éléments, notamment la révolution numérique, vont avoir un impact que nous ne connaissons pas encore complètement, et ça veut dire une modification profonde de l'emploi dans notre secteur, avec notamment la création de nouveaux emplois, de services, et en même temps sans doute d'autres qui vont être plus remis en cause. Et puis le deuxième enjeu, la deuxième conséquence de ces révolutions qui s'enchaînent, c'est naturellement le sujet de la ville, de notre vie en société, et je le dis clairement devant vous, nous ne souhaitons pas aller vers une ville dans laquelle il n'y aurait que des showrooms et des casiers. C'est véritablement un enjeu majeur. Sur ce sujet, j'ai eu la chance de travailler avec André Marcon, dont je sais qu'il est parmi vous, et je souhaite rendre hommage au travail qu'il a fait. Le rapport Marcon est un rapport extrêmement important parce qu'il met à bas un certain nombre d'idées reçues et il permet d'avoir véritablement une vision globale de ce sujet très réel de la dévitalisation d'un certain nombre de centres-villes, notamment des villes moyennes ou plus petites. Ce que montre le rapport Marcon, c'est d'abord qu'il ne faut pas parler de vacances commerciales comme s'il y avait un ensemble. Cette vacance, elle concerne notamment des magasins comme les magasins d'habillement, elle concerne beaucoup moins les magasins alimentaires, puisque nous avons, ces dernières années, au contraire, évolué de manière majeure. Il faut voir que notre secteur, face à ces révolutions, s'est complètement transformé. Il va désormais de plus en plus vers un modèle omnicanal ou figital, dans lequel il y a deux pieds, un pied qui est le e-commerce et un pied qui est le commerce physique. Ça veut dire que nous transformons nos magasins et nous allons de plus en plus vers de la proximité. Les enseignes de la grande distribution ont ainsi créé 2300 magasins de proximité que vous connaissez tous les marques dans les villes. C'est aujourd'hui un mouvement important qui fait qu'en matière alimentaire, on ne peut pas parler d'augmentation du taux de vacances. Donc il faut faire attention dans tout ça de ne pas avoir un discours unique, et c'est l'une des principales qualités du rapport Marcon. Ce rapport, il montre aussi que le développement de la vacance, d'une manière générale, dans d'autres secteurs qu'alimentaires, il est lié à une multitude de facteurs. Il est lié à un problème de population. De plus en plus, les populations, les habitants quittent le centre-ville pour souvent avoir plus de confort, plus de mètres carrés en dehors de ces centres. Et donc, il y a un départ des habitants. Et quand il y a moins d'habitants, ça veut dire qu'il y a moins de clients. Et donc, ça a un impact naturellement sur le commerce. C'est aussi le départ des services publics, tout à fait massif. Les hôpitaux ne sont plus dans les centres-villes, ils sont en dehors. Et naturellement, toutes les professions autour suivent ce mouvement. C'est le départ des profession libérale, mais c'est aussi un problème de mobilité, de parking. On sait que toutes les villes où il est difficile de circuler ont des difficultés. Naturellement, le commerce a une responsabilité dans tout ceci, mais cette responsabilité, elle est extrêmement diverse sur le territoire, et il y a beaucoup d'endroits où il y a une très bonne complémentarité entre le centre et la périphérie. Ça veut donc dire, et c'est ce que montre le rapport Marcon, qu'il faut surtout sortir des vieux débats. Le débat classique entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie peut exister naturellement dans certaines localités en France, dans certaines villes, mais ça n'est pas un sujet général. En tout cas, ça n'est pas par cela qu'on va régler les problèmes. Le vrai sujet en ce qui concerne le commerce, c'est celui de l'avenir du commerce physique. Nous avons à faire face aujourd'hui à un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs transnationaux, c'est-à-dire des acteurs qui ne respectent pas les règles de chaque pays. Ces acteurs aujourd'hui très clairement bénéficient d'une iniquité, d'une inégalité des conditions de concurrence. Si vous prenez des acteurs comme Amazon ou d'autres grands acteurs, ces acteurs ne payent pas aujourd'hui d'impôts sur les sociétés, les marketplaces ne payent pas, dans une partie des cas, la TVA, ils ne payent surtout pas d'impôts locaux, ils ne payent pas la TASCOM.
Or, il faut savoir que ces impôts, pour nos magasins, représentent au moins l'équivalent de leur marge nette. Et donc, cette inégalité des conditions de concurrence est un sujet absolument majeur. Notre problème aujourd'hui, ça n'est plus l'opposition entre les différentes formes de commerce physique, c'est l'avenir même du commerce physique, et c'est donc l'égalité indispensable qu'il y a à faire entre le commerce physique et le e-commerce pour que les deux pieds dont je parlais tout à l'heure permettent de rester véritablement stables et de permettre d'avoir un vrai développement du commerce omnicanal ou du commerce digital. On le voit à travers un certain nombre de villes qui ont réussi à revitaliser leur centre-ville. C'est par une politique d'ensemble, par une politique qui concerne aussi bien le retour des habitants dans les centres-villes, le retour des services publics, le retour des professions libérales, une véritable politique de mobilité et en même temps une vraie politique d'animation commerciale et de complémentarité entre le centre-ville et les commerces de périphérie, que l'on arrive à changer les choses. Il y a beaucoup de succès qui ont été engrangés. Partons de ces succès-là, arrêtons les vieux débats. C'est véritablement ce qu'on essaie de faire et c'est tout l'enjeu finalement du travail que nous avons fait ensemble depuis 18 mois et dont je vous félicite à nouveau. Quand on est deux, on est toujours plus fort. En étant ensemble, la Fédération des Scots et la FCD, nous avons les moyens d'enclencher une véritable dynamique territoriale. La dynamique territoriale, c'est véritablement notre enjeu commun, notre enjeu à nos deux fédérations. Et je me réjouis encore véritablement de ce travail et je vous souhaite un excellent travail tout au long de cette session. Merci à vous. Quel excellent VRP du rapport Marcon, hein. C'est extraordinaire. Alors, vous êtes un colloque de la synthèse, là, élu dans une commune. Pardon? Mais vous allez intervenir? Non, mais je vous ai pas oublié. Ah, mais moi, c'est moi qui gère. Non. Mais vous avez une contrainte horaire? Vous avez une contrainte horaire? Ah, bon, ça va. Non, très bien. J'avais une question à vous poser. Je peux? Merci. Élu, chef d'entreprise, et vous avez remis ce rapport commandé par le ministre Mézard. On sent bien se dessiner les points de force, hein, et en plus de ce qu'exprime le président de la FCD, le combat numéro 1, c'est donc le numérique / physique et pas par opposition. Vous le confirmez parce qu'on voit bien dans votre rapport. Vous parlez de gouvernance, vous parlez d'urbanisme, vous parlez d'attractivité. Comment vous réagissez à ce qui a été dit par ces acteurs-là? Et ensuite, en fin de parcours, on fera une synthèse avec vous. Voilà. Oui, merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous, d'être avec les Scots. Je suis un élu territorial, je ne suis même pas un élu de ville moyenne, même si le rapport qui m'a été commandé concerne les villes moyennes, mais j'ai quand même une certaine connaissance du milieu commercial. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à travers le prisme des villes moyennes. Donc, c'est une partie de vos Scots, et une partie seulement, mais une partie pour moi tout à fait essentielle, parce que ces villes moyennes, ce sont les totems, ce sont les phares de tous les territoires. Et que si ces villes moyennes ne sont plus attractives, c'est l'ensemble du territoire qui va perdre son attractivité, et c'est là-dessus que nous nous sommes penchés, mais je vous dirai comment. Je voudrais dire, dans mon propos, si vous voulez bien, je voudrais dire deux choses. D'abord, voir comment vous êtes concernés, vous les Scots, et qu'est-ce qui est intéressant, et qu'est-ce que la mission qui était composée d'experts du commerce attend de vous, attend des élus qui ont en charge d'écrire les réglementations du SCOT. Et deuxièmement, répondre à la première question qui était posée, une vision un peu prospective du commerce de demain, et avec des applications concrètes, c'est-à-dire, c'est pas seulement de dire il faudrait, il y a qu'à, non, de dire ça a déjà été expérimenté, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc c'est la deuxième partie. Sur la première partie, je vais essayer d'être assez bref. Les constats, nous avons refusé d'en faire parce qu'il y en a de partout. Les centres-villes se cassent la figure, se paupérisent, c'était pas la peine de refaire le constat et de redire et d'analyser les pourquoi. Le pourquoi, peut-être s'il y avait eu des Scots en 70, on n'en serait peut-être pas arrivé là parce qu'on aurait peut-être aménagé les choses un peu différemment et on n'aurait pas laissé partir les choses à volo pour les guerres entre les communes.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous disons, c'est un plan cœur de ville qui concerne la ville-centre. Mais si c'est la ville-centre qui fait son plan, ça ne marchera pas si l'intercommunalité n'est pas complètement partie prenante de ce plan. Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments du 360 degrés qui concernent l'ensemble de la collectivité, pas seulement la ville-centre. Si la ville-centre doit être à l'initiative, il faut vraiment que ça se fasse dans le cadre de l'intercommunalité, ne serait-ce que pour l'habitat, les transports et l'ensemble des services. Supprimer aussi tous ces silos qui se sont mis en place petit à petit, donc, qui fait que chacun s'occupe de sa partie, mais ne parle pas avec les voisins. Et quand on veut faire un véritable aménagement du centre-ville, il faut que tout le monde parle ensemble. Enfin, et ça c'était un peu très important, mais ça a été dit, je crois, à plusieurs reprises, il faut aussi consulter les acteurs du rez-de-chaussée. Quand on fait de tels plans, il faut aussi que les acteurs du rez-de-chaussée soient dans le coup. Les commerçants, pour les chefs, mais les bailleurs, les gens qui s'occupent d'animation, les gens qui s'occupent du social. Et c'est comme ça qu'on peut faire un plan. Un plan, pourquoi? Et c'est ce que nous préconisons, parce que notre rapport, qui nous a été demandé par le ministre, il avait vocation, j'espère qu'il le fera, à éclairer les décisions qui vont être prises pour la répartition des 5 milliards qui sont en jeu. Donc c'était une responsabilité, comme il a été très bien pris par le ministre, nous allons maintenant essayer d'être vigilants à ce que nos préconisions puissent être réalisées. Et nous disons, ne donnez pas d'argent aux villes si elles n'ont pas fait d'abord un diagnostic avec toutes les forces en présence de ce que doit être la ville. Deuxièmement, un plan stratégique à 10 ans sur ce qu'il faut faire d'abord, puis ensuite, puis enfin. Et troisièmement, si ces villes n'ont pas mis en place une vraie gouvernance, une gouvernance qui est patron d'un centre commercial, c'est-à-dire avec des élus réellement en charge, non seulement, je le dis et le redis, au niveau de la ville-centre, mais au niveau de son intercommunalité. Voilà, c'est des choses que je demande de plus. Donc, Scott, lui, tout ça, demande aussi, j'en finirai sur ce point-là, la définition des périmètres. Il faut définir des périmètres, et il faut savoir des fois couper un pied plutôt que demain devoir couper la jambe, parce que la gangrène arrive dans les centres-villes. Donc ça dépend aussi de la responsabilité des élus. Je reviendrai vers vous après pour faire la synthèse de notre moment. 2 d'entre nous doivent nous quitter à 17h. Messieurs, moi je vous en prie, un grand merci en tout cas pour votre contribution. Vous devez y aller aussi là maintenant, mais excusez-nous d'avoir démarré en retard. Merci à vous pour votre... Je peux vous applaudir hein, tous les deux, pour votre participation. Quand on a préparé cet entretien, Madame Fortier, à un moment vous avez parlé, j'aimerais que vous démarriez par ça, de vos rêves. C'est quoi les rêves que vous pouvez avoir, vous tous, là, votre communauté, pour réussir la ville de demain, avec sa donne commerce? Expliquez-nous ça. En effet, j'ai beaucoup de rêves, mais je voudrais rappeler juste une chose par rapport à ce rêve, qui est un peu... qui peut être une réalité d'ailleurs. C'est qu'on parle d'immobilier commercial. Il n'y a pas plus immobile que l'immobilier commercial, puisque le commerce, c'est le socle. Donc par nature, on a un énorme défi. C'est pour ça que je pense qu'il faut mieux rêver un peu, parce que sans quoi on ne ferait jamais rien. On a un énorme défi, tous les acteurs que nous sommes. Moi, je suis constructeur, on va dire promoteur, développeur. Avant, j'étais investisseur et j'ai beaucoup travaillé avec les collectivités locales dans une vie d'avant. Donc l'intérêt général et le débat sur le centre-ville et le retour au centre-ville des habitants finalement, de tous ceux qui font la vie en ville, je ne fais pas abstraction avec la périphérie. Hein. Je me dis comment on fait pour produire un immeuble qui vit des profondes mutations, et c'est pas fini, ça n'est que le début. C'est-à-dire que là, ça va s'accélérer de jour en jour. On a bien vu avec les GAFA, l'arrivée de tout ce qui est numérique, et on ne sait pas encore c'est exactement ce qui nous attend. Donc, on a ensemble un défi du centre-ville et de la ville en général, en tout cas des polarités. J'aime beaucoup le terme de polarité. Et nous, on a besoin de l'affirmation dans les SCOT, de l'engagement des politiques sur où est-ce qu'ils vont mettre le poids du corps, où est-ce qu'ils vont mettre les transports, les flux, la majeure partie des investissements,
Parce que, en effet, mon rêve, alors c'est le premier, c'est qu'on parle un peu plus entre acteurs privés et publics. On a un vrai défi. Et le défi, c'est de faire revenir l'habitant dans le commerce. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien joli de parler de commerce. On peut parler de commerce pendant des heures. Sauf qu'on ne parle de commerce que s'il y a des clients. Et on ne parle de ville que si vous avez des habitants et des électeurs. Et je pense que on a un enjeu commun. C'est comment on crée une dynamique. La vraie dynamique. La vraie dynamique, elle vient aussi d'une facilité d'accès. On l'a vu, alors les polarités, l'affirmation de l'engagement politique, mais aussi du coût. Et aujourd'hui, on n'a pas assez parlé du coût de production. Je parle d'immobilier commercial, donc de choses qui, par nature, n'est pas dans une mutabilité exemplaire, en tout cas. Donc ça veut dire que nous, quand on construit, il va falloir qu'on simplifie nos constructions, de façon à ce que les pieds d'immeubles, comme les constructions en général, puissent évoluer, que des bureaux puissent devenir des logements, que les commerces aujourd'hui, avec certaines surfaces en socle, puissent être plus petits, plus grands, plus adaptés, plus ouverts, plus je ne sais pas d'ailleurs. Bref, on a un vrai sujet sur le coût. Et je pense que si ensemble, on arrivait, c'est vraiment un autre sujet ça, à travailler ensemble, et c'est mon deuxième rêve, sur la mutualisation des espaces. Et de se dire dans le temps, finalement, un Scott, certes planifié, j'ai entendu 20 ans, j'ai entendu 5 ans ce matin. Et ça, c'est votre choix. Et la planification, on en a besoin. Nous, les aménageurs que nous sommes, donc je suis plutôt dans le camp des aménagistes, on va dire, hein, on a besoin de règles, on a besoin de polarité, on a besoin d'engagement politique. Il n'y a pas de bon projet qui soit urbain, immobilier, tout ce qu'on veut, sans un engagement politique fort. Donc nous, on aime travailler avec les élus. Et si on ne travaillait pas avec les élus, il n'y aurait pas de projet. Donc, ce que je veux dire, c'est que la mutualisation, accepter le fait que dans une même polarité, là où on a tous mis le poids du corps, il puisse y avoir des espaces qui changent de vie dans la vie. Et vous parlez de 20 ans, je pense qu'il faudrait en effet des clauses de rendez-vous, comme on dit. On dit ça dans des grands marchés de partenariat public-privé tendus, des DSP. Donc des clauses de rendez-vous, ou alors une capacité à réviser, ça c'est un troisième rêve, mais je pense que c'est déjà dans l'esprit de la fédération, à pouvoir réviser les Scots de façon très rapide pour cause d'intérêt général. J'ajoute pour cause d'intérêt général, parce que quand on vit des mutations comme on les vit aujourd'hui, il y a 5 ans, on ne pouvait peut-être pas les prévoir. On n'est pas tous des Steve Jobs. Hein. Je suis désolée, mais il y en a qu'un, enfin en tout cas j'en connais qu'un aujourd'hui qui a su prévoir ce que le client que nous sommes pouvait acheter en tablette, etc. Donc je veux dire, on a besoin de règles, on a tous un défi commun, mettons aussi en commun, je dis on mutualise les espaces, mais est-ce qu'on ne peut pas mutualiser notre rareté financière? On est tous, je parle de coût et je parle de rareté de la ressource. Bien sûr, la rareté de la ressource naturelle existe et on doit tous en tenir compte. Mais la rareté de la ressource financière, on est tous exactement dans la même situation. Et donc on a tous besoin les uns des autres. Et moi je dis une chose, ma conviction, c'est que les élus que vous êtes et qui édictez les règles parce que c'est votre territoire et que c'est votre responsabilité, et ça, nous le respectons. En tout cas, moi je le respecte. Je dis, si chacun met là où il peut toutes les ressources qu'il peut mettre dans le même intérêt commun, qui est de dire, si on vient investir dans une ville, c'est parce qu'on y croit. Si on y croit, c'est parce qu'il y a une dynamique de l'habitat, une dynamique de développement économique, une dynamique commerciale que vous décrivez parfaitement bien aujourd'hui. Je trouve, en tout cas, la dynamique à 360 degrés sur l'ensemble des éléments qui font la ville. Je trouve que dans les Scots, déjà, on trouve ce qu'il faut. Mais qu'on parle un peu plus de notre mutualisation de moyens. Alors, vos 3 rêves imposent une anticipation majeure, vous l'avez dit, et une complicité, une concertation le plus en amont possible. Une écoute active. Une écoute active. Une écoute active, un vrai partage. Et là, je mets les responsabilités dans les deux camps, exactement de la même façon. Et je trouve qu'il faut qu'on ouvre tous nos chakras sur l'élu, on a besoin de lui parce que de toute façon, sans transport efficace, sans une dynamique
efficace, il n'y a pas de commerce. Et donc il n'y a pas d'immeuble, et puis alors c'est même pas la peine de parler de mutabilité des immeubles. Et inversement, je veux dire, les élus ont besoin d'investisseurs sur leur territoire, de commerçants qui fonctionnent, d'habitants qui réinvestissent les lieux. Et Madame Fourret a dit quelque chose qui n'est peut-être pas beaucoup revenu à moi que j'ai... Mais elle a parlé d'animation, on a parlé aussi de culture. Tout ça, ça fait partie de la ville et on en a besoin, nous, en acteurs. C'est bien ce que vous dites. Et alors, il y a un sujet aussi quand on parle commerce de demain. Dites-moi si c'est une préoccupation partagée que vous devez aussi avoir. Donc, il y a des mutations sociales, sociétales, c'est très clair. Il y a l'impact de la transition écologique aussi. C'est choix, commerce, aménagement, transformation du territoire. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus, dans le dialogue partagé? Non, je disais ce midi que bientôt on verrait des vaches et des moutons rentrer dans le centre-ville. Mais c'est vrai, enfin, on parle de ferme urbaine. Pardon. Ici, madame, après. On parle de ferme urbaine. En fait, on a tous un côté village au fond, enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, c'est quand même plus correct pour vous. Mais le côté village, moi j'adore. Et je pense que tout le monde l'a. Et en fait, c'est peut-être mon passé. Enfin, j'ai un grand-père agriculteur, alors c'est sans doute ça qui fait que je rêve de la vache en ville. Mais pour revenir sérieusement sur votre question, aujourd'hui, on a un mélange. On parle de la data et des GAFA comme on parle de la ruralité en centre-ville, finalement. Du commerce on a parlé tout à l'heure des producteurs locaux. J'ai bien aimé parce que finalement c'est un nouvel entrant dans le centre-ville. Il y a le nouvel entrant GAFA, il y a le nouvel entrant producteur local. Et je trouve que justement aujourd'hui, notre grand défi sur les transitions écologiques et toutes les transitions que vous avez citées, c'est le panel. En fait, c'est une vision 3D qu'on devrait faire du SCOT. Là, on parle d'aménagement en vision 2D, on parle de plan. On va bientôt raisonner en SCOT 3D, 3 dimensions, pardon. On n'a pas évoqué clairement, enfin, c'est quand même un peu dans le subliminal, les transports. On a parlé du transport du dernier kilomètre, on n'a pas encore parlé de la livraison par drone ou du transport humain par drone. Moi, je me dis un jour, le SCOT, il va être 3D. Je ne sais pas comment, bravo pour le défi, en tout cas. Si vous relevez, j'essaierai de faire que je peux. Mais c'est vrai qu'on a un vrai défi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le commerce de demain, il est un peu dans toutes les dimensions, aussi bien du rural que du 3D et venant des... Monsieur, sur ce point. Merci bien. Oui, non, simplement, on peut que partager effectivement cette vision très précise, quelque part, que si j'osais, pardonnez-moi, on pourrait synthétiser en trois demandes très brèves, mais assez parlantes à mon avis. 1, effectivement, une concertation préalable. 2, une vision à long terme, pas facile, je vous l'accorde. Et ensuite, de la souplesse un peu partout, de la souplesse dans la rédaction, de la souplesse dans l'évolution des documents. Et on parlait tout à l'heure, vous posiez la question, de nos inquiétudes latentes et potentielles. Il y en a une, effectivement, c'est de voir, pourquoi pas, ou malheureusement un jour, les SCOT se transformer en super PLU, rajoutant au millefeuille législatif, réglementaire, de contraintes environnementales par ailleurs, une nouvelle couche qui finirait effectivement par s'aborder tout projet potentiel, y compris d'ailleurs en centre-ville ou en centre-bourg. Et donc cette petite inquiétude, il conviendrait effectivement que nous puissions en être rassurés. On parlait par ailleurs effectivement, un petit peu image du commerce. Jacques Cressel a décrit assez précisément l'image un peu erronée des friches dites commerciales. Il y en a d'autres. Il y a par exemple effectivement l'image qu'on perçoit très souvent, qu'on entend trop souvent quant à l'artificialisation désastreuse de l'immobilier commercial en France. C'est une hérésie. Quand je dis c'est une hérésie, l'immobilier commercial consomme peanuts versus le logement d'abord, l'immobilier industriel ensuite,
les infrastructures après. Et on arrive très loin après. Je prends d'autres exemples d'ailleurs de contraintes environnementales qui parfois peuvent être néfastes. Ces fameux coefficients de biodiversité dont on voit effectivement aujourd'hui les concrétisations assez souvent, elles peuvent être parfois contre-productives parce qu'effectivement contraignant de la densification d'espace, notamment en centre-ville, et ça peut être assez vite catastrophique. L'équipe organisatrice m'avait dit on aimerait que ce moment-là soit sans langue de bois. Merci pour vos contributions. 10 secondes, parce que je voudrais conclure avec M. Marcon. Ce qui est important, c'est qu'il faut remettre le client dans les préoccupations de chacun. C'est lui qui fait la décision finale. Ce n'est pas nous, opérateurs de commerce, ce n'est pas vous, opérateurs de SCOT, c'est le client qui décide. Nous sommes simplement une courroie de transmission de ce que veut le client. Nous sommes au plus près de lui. Et effectivement, si nous avons cette relation partenariale de discussion à long terme, nous pourrons effectivement vous apporter au plus près les préoccupations des consommateurs. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin d'adaptabilité, nous, et bien évidemment, les documents réglementaires auront aussi besoin d'adaptation. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. On achète vos 3 points. J'y ajoute les rêves de Caroline Fortier. J'ai pris 2-3 notes. Je voulais commencer par ça. L'affirmation des polarités. C'est crucial. C'est crucial. Il faut revisiter ça. Sortons de l'analyse de la dynamique commerciale par la typologie de commerce et entrons plutôt par les causes, c'est ça? Vous avez parlé. Planification et pas programmation, exactement. Je note aussi, vous l'avez tous dit, associer davantage les acteurs à la mise en œuvre des SCOT. Il y a un manque là-dessus. Et en continuité, et le plus en amont possible. Et puis, vraiment un sujet que vous allez devoir porter au effort, les délais de révision, modification, on n'est plus dans les bons tempos. Demain matin, on ouvrira la séance avec le président de la fédération. Je lui remettrai ça sur la table et on verra. Alors, André Marcon, le rapport est entre les mains de l'exécutif. Alors, on a déjà vu dans le projet de loi Elan des premières concrétisations, donc ça commence à irriguer. Qu'est-ce qu'il est selon vous fondamental de mettre en œuvre le plus rapidement possible pour réussir ce commerce de demain que vous nous avez bien décrit encore? Merci. Oui, je vais essayer de vous dire ce que j'en pense. Je le situe bien sur le problème du centre-ville qui était l'objet de mon rapport. Je suis en train de travailler. Et ça reprend un peu ce qui a été dit, et par madame, je vais l'utiliser certainement tout à l'heure, ce qui a été dit. Quand nous sommes réunis, nous étions dans la mission que je présidais, uniquement des experts du commerce. Et la première réunion, on s'est mis d'accord, le problème du centre-ville, ce n'est pas un problème du commerce. C'est un problème du centre-ville, et le commerce va foutre le temps du centre-ville parce qu'il n'y a plus personne qui peut y habiter. Donc ça a été dit, il faut renverser cette vapeur. Et là, on s'est posé la question, comment faire revivre les centres-villes au moment où les gens veulent revivre dans des lieux agglomérés. Ça, c'est absolument important, alors que d'un côté, c'est en train d'aller à l'autre. Eh bien, il faut que ces centres-villes soient attractifs, et il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est l'habitat, ça a été dit, et revivre. Et nous disons au ministre, s'il y a du pognon à mettre, c'est d'abord sur l'habitat. C'est d'abord sur l'habitat parce qu'il faut retrouver du mixte avec le privé aussi pour avoir de l'habitat qui devient trop uniquement habitat social en centre-ville. Donc il paupérise le centre-ville. Donc il faut pouvoir l'ouvrir. Il faut aussi regarder les normes pour que les architectes des bâtiments de France n'empêchent pas la démolition de n'importe quel immeuble qui est plus ou moins insalubre. Il faut aller jusque-là. Donc il faut ouvrir l'habitat. Il faut ramener les services. Il faut empêcher les hôpitaux, maisons de santé, maisons de services publics de partir du centre-ville pour aller en périphérie. Il faut empêcher les espaces interstitiels où on commence par une boulangerie, puis une clinique vétérinaire, et ensuite on trouve tout le monde dans ces espaces qui sont hors ville, si on veut recréer de la vie au centre-ville.
le développement des espaces accessibles. Ça pose toute la problématique des transports, avec beaucoup d'innovations dans ces transports. Comment avoir des parkings à proximité du centre-ville avec des véhicules autonomes? C'est réalisable. C'est réalisable maintenant, mais ce n'est pas un simple parking qu'il faut. Mais il faut aussi savoir traiter la logistique de l'achat du client qui se retrouve sur le parking dans une sorte de conciergerie. Donc, il y a de l'innovation à mettre dans les centres-villes, et donc c'est bien, nous élus, à penser tout ça. Troisièmement, se dire que ces centres-villes, ils doivent être attractifs, donc le patrimoine mis en valeur, l'événementiel sur Amiens, particulièrement intéressant. S'il n'y a pas d'événementiel dans ces villes moyennes, il n'y aura pas de chaland. Et la culture, extrêmement importante aussi pour amener du monde en centre-ville. Autre élément aussi, le confort. Le confort des espaces, ça a été dit, c'est des opérations de remembrement qu'il faut au centre-ville. Comment on peut faire d'un magasin de 20 mètres carrés une boutique pour présenter des vêtements? C'est pas suffisant. Il faut passer à 40, 60, 100 mètres carrés, donc il faut remembrer. Et il faut détacher le rez-de-chaussée des étages. L'étage à l'habitat, le rez-de-chaussée au commerce. Pas sur toutes les rues du centre-ville, mais sur les rues commerçantes, et il faut savoir les sélectionner. Le piétonnier, c'est un élément tout à fait intéressant de se balader dans un espace piétonnier, à condition qu'on ait résolu les services. Vous voyez que c'est vraiment un rôle d'aménagement. Un point, ça va vous faire sourire. Les terrasses des brasseries et des bistrots. C'est super. C'est des lieux de vie, c'est des lieux de convivialité. Eh bien, on fait payer, nous les maires, on fait payer l'utilisation d'espaces publics, et assez cher. Non seulement on ferait du rendre gratuit, mais on devrait le payer pour être sur les espaces publics et pour amener de la convivialité. Parce que l'enjeu de la ville, ça sera bien la convivialité. Des lieux où on se retrouve. On a beaucoup parlé de télétravail. Le télétravail ne sera pas chez soi. Il se fera dans des espaces de coworking. Donc, espace de coworking, brasserie derrière, des commerçants, du patrimoine et la possibilité d'habitation. C'est comme ça qu'on reviendra des gens en centre-ville. On n'a pas parlé de taxes. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques Cressel. Les GAFA ne participent pas. Moi, je ne sais pas une question de. Je ne vois pas sur la question de compétitivité. On trouve toujours que les autres ont plus d'avantages que soi. Mais je dis, les GAFA ne participent pas à la vie sociale de notre pays. Ils échappent aux taxes générales. Ils ne participent pas à la vie sociale. Si les commerçants payent des taxes, c'est pour participer à la vie sociale. Et Datascope revient d'ailleurs aux collectivités, et les collectivités s'en servent pour aménager la vie. Ça, c'est l'aménagement qu'on doit faire du centre-ville. Mais il y a aussi des prérequis, y compris pour les commerçants. Quand les commerces sont ouverts entre midi et 2, sont fermés entre midi et 2, et fermés après 16 heures du soir. D'ailleurs, c'est amusant, c'est au moment où les parkings sont gratuits. C'est tout à fait sidérant. Mais entre midi et 2, c'est là qu'il y a du monde qui va aller dans le centre-ville. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir avoir des boutiques ouvertes le soir. La vie moderne ne s'arrête plus à 7 heures du soir. Non, il faut pouvoir être ouvert beaucoup plus longtemps. Donc les commerçants aussi doivent s'y mettre. Et il y a des systèmes, on a travaillé des fiches sur les groupements d'employeurs et tout ça, je ne veux pas aller trop loin. Donc les horaires d'ouverture, ça nous semble extrêmement important, et notamment le dimanche après-midi. Dans ce pays, on interdit aux commerçants de travailler le dimanche après-midi. Or, le dimanche après-midi, les gens ont le temps de consommer. Et les gens aiment aller visiter les centres-villes, mais tout est fermé. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas dire qu'il y a une obligation d'ouvrir le dimanche, mais laissons les gens qui savent qu'il va y avoir des clients ouvrir. Enfin, deux choses aussi, le centre-ville d'un réaménagement. Il faut voir deux choses. D'abord, les commerces dits de bouche, qui ont été réinvestis d'ailleurs par les consommateurs, on en a parlé tout à l'heure. Parce que c'est tout ce qui concerne l'alimentaire, et ils savent très bien faire, et ils ont mis en place des surfaces intéressantes, ouvertes tôt le matin, fermées tard le soir. Donc, ce problème en centre-ville est beaucoup moins prenant. Mais que va demander le client dans ce domaine de la bouche? Il va demander du terroir, de la proximité
de la qualité et qu'on lui raconte des histoires avec les produits. C'est pour ça que les produits issus de la ferme et les systèmes qui sont mis en place fonctionnent bien. Mais c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est pas aller concurrencer les enseignes qui ont des circuits d'approvisionnement particulièrement bien calibrés, qui sont en place des... Non, il faut aller les challenger sur des produits qui soient différents. Et l'Internet. Pour moi, l'Internet, le numérique, plutôt que l'Internet, ça fait un peu vieux l'Internet, le numérique, c'est la chance du commerce de proximité. C'est la grande chance du commerce de proximité. C'est beaucoup plus de la chance pour le commerce de proximité que pour les grandes enseignes, à mon sens. Et je vous explique pourquoi. Parce que, et ça a été dit, je crois, une ou deux interventions, c'est la chance pour le commerçant de changer de métier. J'ai présidé pendant plus de 10 ans un organisme qui formait des animateurs du commerce, où on leur expliquait que ce qui était important, c'était de bien savoir acheter pour avoir un stock que l'on vendrait pendant la campagne, et ne plus avoir de stock à la fin de la campagne. C'était ça le b.a.-ba du commerçant. Avec le numérique, c'est fini. La proposition, elle est mondiale. C'est donc que le commerçant doit s'installer dans un nouveau rôle de tiers de confiance par rapport à son client, à recréer de la convivialité. Le client vient chez lui, il a un showroom, y compris un showroom numérique, et on l'aide à construire sa proposition en lui garantissant la livraison, le service après-vente, et il n'a pas besoin de faire le retour, ce qui vient de poser des gros problèmes à Saranza, là, qui est obligé d'ouvrir des magasins parce qu'il a tellement de retours, à Amazon, qui déférence des produits parce qu'il a trop de retours. C'est ce que peut faire le commerçant de proximité avec des gens qui habitent sur place. Et je termine parce que je voudrais dire aussi que le commerçant doit s'occuper beaucoup plus de la logistique qui s'en est occupé, mais de la logistique finale de son propre client, et notamment lorsqu'il est dans le click and collect, et que c'est lui qui le collecte, il faut aller plus loin que simplement de la réception en magasin. Et je terminerai tout simplement de dire, qu'est-ce qui est important demain? C'est d'être beaucoup plus dans la prospective, dans la prévision, parce que, j'ai un mot que j'aime bien, l'avenir on n'a pas à le prévoir, parce qu'on ne sait pas le prévoir, et par contre on a à le construire. Et donc, c'est le travail des élus de rendre tout cela possible, qu'ils le fassent avec des règles, des normes. Il faut de la souplesse, mais penser plus à accompagner, à faciliter, ça me semble être un enjeu extrêmement important, et le faire en collectif, en coopérative, parce que l'intelligence, elle est toujours collective, et l'enjeu de demain, l'avenir appartiendra à ceux qui sauront travailler ensemble, plutôt que chacun dans son coin. Merci beaucoup. Alors, en vous écoutant et sans déflorer le sujet, puisqu'on partagera demain cette charte, cet engagement, ce que vous nous avez proposé cet après-midi, on les retrouve en grande partie en engagement que vous avez à prendre les uns et les autres. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages. Je vais appeler pour la conclusion de cette première journée Madame Laetitia Manziaras-Corot, qui est là, bienvenue. Vous êtes chef du bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie au ministère de la Cohésion des territoires.